de l'impact côtier sur les constructions humaines et les littoraux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour le caractère absolument passionnant de toutes ces présentations. Je me régale depuis ce matin. Je vais vous plonger un petit peu dans un monde, dans un autre monde. On va un petit peu changer d'échelle de temps. On va aussi changer de domaine. Je vais donc, et là, Annie a très bien préparé la transition vers ma communication, merci. Donc moi, je vais vous parler des conséquences de la montée des eaux sur les sociétés humaines. Et je vais essayer de répondre à la question qui s'affiche sur cette première diapositive, et qui est donc la suivante. L'élévation du niveau marin menace-t-elle les espaces côtiers et insulaires de devenir inhabitables ? On a un temps limité, donc je ferai de mon mieux pour apporter la réponse la plus pertinente à cette question, mais c'est vraiment une question complexe. Alors, le point dont je souhaiterais partir est que finalement, les conséquences de la montée des eaux sur les sociétés humaines ne dépendent pas que de l'élévation du niveau marin, de la vitesse d'élévation du niveau marin. Annie m'a bien préparé le terrain en mettant en évidence la subsidence. Moi, je vais vous faire un petit voyage à travers les facteurs anthropiques qu'il faut aussi ajouter à l'équation. Pourquoi ? Si tel était le cas, on pourrait dire que les conséquences de la montée des eaux sur les sociétés humaines sont et seront les plus fortes là où les valeurs d'élévation du niveau de la mer sont les plus fortes, et à l'inverse, les plus faibles là où les valeurs d'élévation du niveau de la mer sont les plus faibles. En réalité, les choses sont plus complexes que cela. Pourquoi ? Parce que les risques que la montée des eaux fait peser sur les sociétés humaines dépendent de fait de trois grandes catégories de facteurs que je vais détailler et qui sont, vous les voyez ici affichés en gros, l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Alors, on va commencer par l'aléa. L'aléa, c'est l'ensemble des processus physiques qui sont impliqués pour nous aujourd'hui ici dans la production d'un niveau marin donné et en particulier, je vais insister dessus, dans la production des niveaux marins extrêmes, ceux que l'on connaît en particulier pendant les épisodes de tempête et qui sont à l'origine de dommages extrêmement importants sur les sociétés humaines. Alors, en effet, si vous regardez ce graphique, on s'aperçoit que l'élévation de base du niveau de la mer n'est finalement que l'une des multiples composantes qui expliquent les niveaux marins extrêmes que l'on peut connaître à la côte, en un lieu donné et à un moment donné. De nombreux autres facteurs agissent aussi sur le niveau de la mer. Ils sont représentés ici. Donc il y a d'une part la marée, il y a d'autre part, elles sont significatives dans certaines régions, comme par exemple la côte pacifique d'Amérique du Nord, des variations saisonnières du niveau de la mer. Il y a également, bien sûr, ce qu'on appelle les marées de tempête, le fait que quand une dépression s'approche de la côte, on enregistre une chute de la pression atmosphérique qui est immédiatement compensée par une élévation du niveau de la mer. Tempêtes qui produisent aussi des vagues, dont la course à la côte vient agir sur les plans d'eau, des vagues qui ont une hauteur et une puissance importantes. Et puis enfin, quand on est en situation dépressionnaire, on connaît des abats d'eau qui sont forts, qui augmentent le débit des cours d'eau et donc la décharge des cours d'eau à la mer. À l'ensemble de ces processus physiques, auxquels viennent s'ajouter les mouvements verticaux du sol, je ne reviens pas dessus, s'ajoutent aussi, et on tend souvent à les oublier, les perturbations anthropiques locales qui se manifestent de différentes façons. D'abord, on a un certain nombre d'aménagements qui, en modifiant le fonctionnement hydrodynamique du littoral, peuvent être à l'origine de phénomènes d'accumulation d'eau et de surélévation supplémentaire du plan d'eau. C'est par exemple le cas dans les ports. Je prends ici un exemple à La Réunion. Suite au passage d'un cyclone fin 2014, on a connu une accumulation très forte d'eau dans le bassin portuaire suite à des entrées venant de la mer, mais aussi de la terre, décharge du cours d'eau, ce qui a généré une submersion rapide.
Un autre exemple de l'influence des perturbations anthropiques locales peut être finalement la dégradation des écosystèmes marins et côtiers amortisseurs de houle. Ici en Méditerranée, on sait que les herbiers marins de Posidonie jouent un rôle important. Ailleurs, ça va être dégradation des coraux, dégradation des mangroves, etc. Ce qui va se traduire par une réduction de leur effet amortisseur des houles de tempête et donc par une augmentation de la hauteur et de l'énergie finalement qui sont déployées sur les côtes. Alors, on est dans une situation dans laquelle le changement climatique agit sur un certain nombre des facteurs que je viens de vous présenter. D'abord sur le niveau marin de base, Annie vient de nous l'expliquer. Ensuite, sur les tempêtes, puisqu'on s'attend dans un certain nombre de régions de la planète à une intensification des tempêtes. Moi, je travaille en milieu tropical. On s'attend à une intensification des cyclones de catégorie 4 et 5, c'est-à-dire des cyclones les plus intenses. Ce qui va bien sûr se traduire donc sur ces niveaux marins extrêmes et du même coup, bien sûr, sur la décharge des cours d'eau à la mer, puisque on prévoit aussi une intensification des événements pluvieux extrêmes dans certaines régions. Donc, vous voyez, au final, quand on considère l'ensemble des éléments de l'équation, effectivement, on peut dire que les niveaux marins extrêmes vont augmenter avec tout ce qu'on peut attendre comme conséquence. En ce qui concerne les perturbations anthropiques locales, si on regarde la situation à l'échelle de la planète, elles augmentent puisqu'on est toujours dans ce mouvement important de littoralisation des sociétés. Il continue à s'accentuer. Et puis à côté de ça, on observe des effets cumulés de dégradation des écosystèmes, dus d'une part, on l'a dit, aux activités humaines, et d'autre part, au changement climatique, qui a des conséquences qui sont extrêmement sévères sur certains d'entre eux. On a parlé des récifs coralliens tout à l'heure, j'y reviendrai. Finalement, ces processus couplés, physiques et humains, vont se traduire par trois aléas côtiers qui sont d'une part la submersion marine, donc cette incursion des eaux marines à l'intérieur des terres, d'autre part l'érosion côtière, donc le recul du trait de côte et une perte de volume des plages, des dunes également. Deux aléas qui, ensemble, en produisent un troisième, la salinisation, non seulement des sols, mais aussi des nappes d'eau souterraines. Ces aléas sont, lorsqu'ils se manifestent aujourd'hui, à l'origine de conséquences importantes, une perte de territoire terrestre le long des franges côtières partout sur la Terre, des pics de mortalité, à peu près 50 décès par exemple lors du passage de la tempête Xynthia en février 2010 sur la côte atlantique française, une augmentation de l'insécurité des populations dans ces espaces, une perturbation des activités économiques, une dégradation des usages, etc. La deuxième composante du risque, c'est l'exposition, et notamment le degré d'exposition de ce qu'on appelle les enjeux, c'est-à-dire les habitations, les infrastructures, les activités économiques, mais également les écosystèmes qui sont présents dans les espaces affectés par les aléas que je viens de mentionner. Ce degré d'exposition, bien qu'il soit variable le long du littoral, est lui aussi, comme c'est le cas pour l'aléa, en augmentation. Donc je vais prendre l'exemple de la submersion marine et revenir à des données qu'Annie a citées. Aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard de personnes qui vivent dans des régions côtières situées à moins de 10 mètres d'altitude et on a 250 millions de personnes qui subissent chaque année une submersion marine. À population constante, c'est-à-dire sans tenir compte de l'augmentation future de la population. Or, elle va augmenter, mais à population constante, on s'aperçoit que l'exposition future va augmenter, puisque ce sont 150 millions de personnes en 2050 et 190 à 340 millions de personnes en 2100, selon le scénario climatique que l'on considère, qui seront touchées par la submersion définitive des espaces littoraux sous l'effet de l'élévation lente mais définitive, donc liée à cette élévation au niveau de la mer.
Ce sont 300 millions de personnes en 2050 et 340 à 500 millions de personnes en 2100, selon le scénario climatique que l'on considère, qui seront touchées par une submersion de tempête chaque année. Donc si on retient 2 chiffres, 250 millions de personnes sont aujourd'hui touchées par une submersion de tempête, en général de tempête chaque année, ce sera le double en 2100. Donc on a bien une augmentation de ce second facteur qu'est l'exposition. La troisième composante à prendre en compte, c'est la vulnérabilité, qui se définit comme la propension des territoires, des sociétés, des écosystèmes à être affectés par ces aléas en fonction de leur sensibilité, c'est-à-dire de leur fragilité intrinsèque. Un enfant est par exemple plus vulnérable à une submersion marine qu'un adulte parce qu'il a une mobilité moindre, voilà pour prendre un exemple concret, et de leur capacité de réponse et d'adaptation, c'est-à-dire de leur capacité à se transformer, de leur capacité à évoluer pour réduire les impacts. Là encore, reprenons notre exemple de la submersion marine. Les événements récents, en France et ailleurs dans le monde, nous ont apporté la preuve que les territoires les plus vulnérables à la submersion marine sont ceux qui sont constitués d'espaces non seulement bas, mais également entourés d'eau, aux écosystèmes par exemple dunaires fortement dégradés, qui ont été urbanisés, comme vous le voyez ici pour la Faute-sur-Mer, par la construction d'habitations de plein pied, sans étage ni sortie de toit, habitations qui constituent donc des pièges pour leurs habitants en situation de submersion marine. On parle donc de vulnérabilité structurelle du bâti, et quartiers d'habitation qui par ailleurs se situent à l'arrière de systèmes de défense sous-dimensionnés, mal entretenus, susceptibles de connaître des ruptures pendant les événements extrêmes. Alors maintenant que nous avons vu ensemble quelles sont finalement ces 3 grandes composantes, aléas, exposition et vulnérabilité, qui finalement permettent de comprendre, sont un peu les données d'entrée pour comprendre les conséquences que l'élévation du niveau de la mer, et plus précisément les niveaux marins extrêmes, vont avoir sur les sociétés à l'échelle du globe. Je vais essayer de répondre à cette question qui est comment et jusqu'à quel point peut-on réduire les risques côtiers? Que peut-on faire? Alors, je vais reprendre mon même petit schéma pour dire que finalement, on peut agir sur ces 3 composantes. On peut d'abord essayer d'agir sur l'aléa et de réduire l'aléa. Comment est-ce qu'on réduit l'aléa? Par exemple, en protégeant mieux ou en restaurant, en favorisant le développement en tout cas d'écosystèmes comme les marais maritimes ou les mangroves, qui ont la capacité de capturer des sédiments, à la condition bien sûr qu'ils en reçoivent assez. Annie a mentionné les problèmes posés par les barrages en amont des cours d'eau par exemple, mais écosystèmes qui ont la capacité donc de capturer des sédiments et à partir de là de s'exaucer, c'est-à-dire de gagner en altitude, ce qui leur permet de compenser en un point de la côte donnée l'élévation du niveau de la mer. Une autre stratégie peut être d'agir sur l'exposition, en construisant des ouvrages de protection résistants et étanches, par exemple, pour empêcher la submersion marine, ou là où on a connu plus de dégâts récemment, ou là où on a plus de courage, en relocalisant dans des zones plus sûres situées à l'intérieur des terres, le bâti, les activités économiques, etc. On peut enfin, 3e élément, agir sur la vulnérabilité en remplaçant les maisons de plein pied que je vous ai montrées par exemple par un habitat plus élevé ou sur pilotis et en informant les populations qui habitent ces quartiers de ce risque de submersion marine, de la tenir à conduite en cas d'événement pour pouvoir déployer finalement des évacuations qui permettront de réduire les impacts en termes de mortalité, etc. Du coup, l'idée à laquelle je veux en venir est que finalement, il existe un niveau de risque sans adaptation, c'est-à-dire si on ne fait rien, et un autre niveau de risque plus faible avec adaptation. C'est aussi ce que vous montre ce schéma.
ce graphique, qui vous montre pour différents scénarios climatiques, finalement, le risque sans adaptation, ou avec le niveau actuel d'adaptation, dont on sait qu'il est insuffisant face aux enjeux actuels, et donc risque qui peut être réduit si on déploie des stratégies d'adaptation. Donc il y a un enjeu absolument crucial aujourd'hui à accélérer la marche en ce qui concerne donc la mise en place de stratégies d'adaptation. Mais on ne peut pas tout en attendre, puisque finalement, comme vous le voyez, on va pouvoir, dans une certaine mesure, réduire le risque, mais va demeurer un risque résiduel. L'adaptation a des limites. Si je reprends les exemples de mes écosystèmes de tout à l'heure, au-delà d'une certaine valeur d'élévation du niveau de la mer, les écosystèmes, dans un certain nombre de cas, ne pourront plus suivre, ne pourront plus s'exaucer, donc réduire l'aléa ne fonctionnera plus. Et si on veut prendre un autre exemple, celui par exemple des bâtiments sur pilotis, on ne pourra évidemment pas, pour des raisons techniques, financières, d'acceptabilité sociale, etc., on ne pourra pas les mettre en place partout sur la planète. Donc il y a des limites à l'adaptation. Elles sont de différentes natures, financières, politiques, techniques, écosystémiques, également socioculturelles. Les populations ne sont pas forcément prêtes à, par exemple, se déplacer. Alors, que peut-on faire? Si on veut regarder quel est le portefeuille de solutions dont on dispose pour agir, on peut ne rien faire. Je lisais donc hier que les Salins d'hier avaient décidé d'appliquer cette stratégie du laisser-faire, qui est celle, par exemple, du Conservatoire du littoral sur l'ensemble de ces terrains non bâtis. On peut laisser faire. Mais là où il y a des enjeux humains, ce n'est évidemment pas la solution qu'on va retenir. On peut donc se tourner vers l'ingénierie lourde. En voici quelques exemples. Aujourd'hui, on sait que c'est un mythe de penser que le développement et l'aménagement des territoires côtiers sont sûrs à l'arrière des ouvrages de défense. C'est le mythe du développement sûr que Burby a décrit après le ravage de la Nouvelle-Orléans par Katrina en 2005. Donc, on sait qu'ils peuvent céder. Mais ils sont là. On a une autre option pour agir dans les zones habitées ou aménagées, c'est ce qu'on appelle l'accommodation, qui consiste également à rester sur place, mais au lieu de résister contre la mer à coups d'ingénierie lourde, on reste sur place en adaptant ses pratiques et par exemple en élevant le bâti. Vous avez ici une photographie qui vous montre un exemple dans une île de Polynésie française, Tubuai, qui a été ravagée. 72% de l'habitat a été détruit par un cyclone en 2010 et aujourd'hui on a une politique d'incitation à la construction d'habitats élevés. Une autre solution est une solution qu'on pratique un peu partout dans les zones industrielles ou portuaires de nos pays développés, que les Maldives appliquent aujourd'hui à Ouloumalé, c'est ce qu'on appelle la contre-attaque. Ça consiste à dire on ne va pas se laisser faire et on va finalement faire avancer le trait de côte et édifier des espaces artificiels plus élevés que les espaces naturels et qui donc à ce titre-là seront hors de portée des fameux niveaux marins extrêmes que je mentionnais. Je vais y revenir dans un instant. Autre solution, la relocalisation, on l'a déjà évoqué, relocalisation de routes, petits grands travers, relocalisation de quartiers d'habitat. On en a eu pas mal sur la côte atlantique suite au passage de la tempête Xynthia. C'est une solution dont on sait qu'elle sera mobilisée à l'avenir. Pour l'instant, il y a pas mal de réticences et de difficultés. Autre solution, j'en ai parlé, donc les solutions fondées sur la nature, celles qui s'appuient sur la protection, la gestion plus durable, la restauration et ou la création d'écosystèmes. Pour finalement, c'est un type de solution qui est très regardé actuellement en milieu tropical, puisque ce sont des solutions qui s'appuient sur la capacité, sur le service de protection côtière que rendent les écosystèmes à travers deux actions, l'amortissement des vagues et la fourniture et la fixation de sédiments. Donc ça consiste finalement à s'appuyer sur l'adaptation naturelle des écosystèmes pour nous, en tant qu'humains, réduire les impacts de ces niveaux marins extrêmes à la côte. Ça peut aller évidemment jusqu'à la construction de récifs artificiels, comme ceux que vous voyez sur la photographie du milieu. Alors, je vais poursuivre et terminer en abordant j'en ai choisi deux enjeux scientifiques importants.
C'est bien d'avoir un portefeuille de solutions, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement, la réalité est complexe et il ne s'agit pas de choisir une solution à l'intérieur de ce portefeuille. Il va s'agir, dans un certain nombre de cas, plutôt d'envisager des combinaisons de solutions, puisque chacune des options en fait, qui sont offertes à nous a d'importantes limites qui font qu'une action, une solution utilisée seule, prenons par exemple la défense lourde, va avoir des impacts qui sont incompatibles avec d'autres objectifs finalement de développement de nos territoires. Là où vous construisez des ouvrages lourds, en général, vous perdez les plages, par exemple, ce qui pose des problèmes fondamentaux pour l'économie touristique ou la qualité de vie des habitants. Donc, on est dans une situation dans laquelle on sait qu'il va falloir aller de plus en plus vers la combinaison d'options, la combinaison de solutions, et surtout qu'il est absolument crucial d'accompagner les acteurs dans l'évaluation des mesures qui sont mises en place. Aujourd'hui, et c'est franchement très dommage, on a très peu de retours d'expérience sur les résultats obtenus par les solutions qu'on a mis en place au cours des dernières décennies, ce qui conduit, par exemple, au lancement de projets de relocalisation. Ils ont été lancés au début des années 2010 par le gouvernement. À titre expérimental, on s'aperçoit qu'il y a énormément de réticences. Si on avait construit des retours d'expérience sur des cas de relocalisation post-tempête, par exemple, on en aurait appris beaucoup de choses qui nous auraient peut-être aidé à mieux appréhender, si vous voulez, dans un contexte donné, l'ensemble des difficultés que pose une solution. On s'est beaucoup concentré sur l'efficacité technique potentielle des solutions. Est-ce que des ouvrages durs calibrés de telle manière, finalement, résisteront à telle force de vague et à telle valeur de niveau marin ? On a trop peu regardé ce qu'on appelle les conditions de mise en œuvre de ces solutions, à savoir leur acceptabilité sociale, la capacité de la société civile à les soutenir ou au contraire à les rejeter, leur gouvernabilité, qui est en lien étroit avec la précédente, est-ce qu'elles sont gérables finalement par les acteurs, est-ce qu'elles sont finançables par les territoires ? On passe par les études de coût-bénéfice, mais ça ne retraduit pas forcément toute la complexité finalement du financement sur le terrain. Et autre enjeu scientifique, c'est d'aller regarder leurs impacts négatifs et positifs. C'est ce qu'on appelle les externalités. Donc les impacts positifs et négatifs qu'elles produisent en dehors du champ des risques qu'elles sont censées réduire. Parce qu'on sait, par exemple, que mettre en évidence et essayer d'évaluer, y compris financièrement, les bénéfices en dehors du champ du risque de solutions, va agir comme un levier pour que les acteurs publics, d'une part, la société civile de l'autre, et puis l'ensemble des financeurs qui peuvent être mobilisés enfin, se lancent finalement sur le financement de ces solutions. Donc on a un gros enjeu qui est l'évaluation des solutions. On est entré dans l'ère des solutions. C'est le 6e rapport du GIEC. Annie a présenté donc les travaux du Working Group 1 qui ont été publiés au mois d'août. En février, on va tous avoir donc la publication du rapport du Working Group 2 qu'on a terminé le 3 septembre, donc ça y est, normalement on en est sorti, et il va beaucoup insister par rapport au rapport de 2014, justement, sur ces solutions et sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, dans quelles conditions, pourquoi, etc. Donc ça, c'est un premier enjeu scientifique. Le deuxième, il fait monter le niveau de difficulté pour les chercheurs que nous sommes, c'est d'accompagner les acteurs dans la construction de trajectoires d'adaptation. Ce que vous voyez là à droite, c'est la reconstruction de trajectoires de réponse aux risques d'érosion et de submersion. C'est un travail que j'ai réalisé avec des collègues sur l'île Maurice, mais on aurait le même type de résultat si on s'amusait à faire ça sur des sections de littoral français. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit globalement qu'on est bien sûr sur le passé, et puis après on va regarder vers le futur. On voit que finalement, ce qui a été beaucoup pratiqué il y a quelques décennies, c'était le laisser faire, parce qu'on avait des niveaux de risque qui n'étaient pas encore forcément très inquiétants pour les communautés littorales. De là, on a souvent basculé vers une priorisation de la défense lourde, laquelle a trouvé des limites en termes financiers, en termes de paysage, en termes parfois d'efficacité à contenir le risque, et amène aujourd'hui à basculer vers d'autres types de solutions, et en particulier vers le couplage de la relocalisation avec
les solutions fondées sur la nature, donc on est bien dans de la combinaison de solutions, et avec ce qui s'accompagne dans un certain nombre de cas du retrait des ouvrages lourds au regard des impacts négatifs qui ont été les leurs. Ce que je veux dire à partir de cet exemple, cette petite histoire-là, elle ne fonctionnera pas forcément partout, ni au même rythme, etc. Mais c'est qu'on s'aperçoit déjà en regardant ce qui s'est passé sur les 30 à 40 dernières années qu'il y a eu finalement des changements d'orientation, il y a eu des points de basculement d'un type de solution à un autre. Et donc, ce qui est absolument fondamental, c'est qu'on réussisse avec les acteurs des territoires, et c'est un travail transdisciplinaire et de co-construction chercheurs-acteurs, à essayer de réfléchir sur ça, sur quelle peut être la suite et quels sont les types de suites finalement qui peuvent répondre aux projets de société qui sont réfléchis. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. Je vais revenir en milieu corallien. Merci Édouard pour le petit temps déjà passé au-dessus et à travers les coraux tout à l'heure. Donc je vais prendre l'exemple des atolls, comme les déserts, comme l'Arctique. On a là quand même des territoires qui sont en première ligne des impacts du changement climatique, sur lesquels, si on prend donc ces îles basses d'atolls, qui en général culminent autour de 3 mètres, ont des surfaces qui sont très petites. Aux Maldives, la moyenne, c'est 0,2 km² pour une île, donc c'est vraiment très petit. On a là des territoires, finalement, ce sont les seuls territoires habités par des sociétés humaines qui reposent finalement sur une construction animale, le corail, et territoires occupés par des sociétés humaines qui dépendent finalement de la capacité qu'auront ces animaux lilliputiens qui vivent en colonie, les coraux, à répondre aux pressions climatiques. On l'a dit, le récif corallien amortit les vagues de tempête, fournit des sédiments qui permettent à ces îles, quand les niveaux d'élévation du niveau marin ne sont pas trop élevés, et quand les conditions écologiques le permettent, ça permet à ces îles de suivre l'élévation du niveau de la mer et donc de s'ajuster de la même manière que nos mangroves ou que nos marais maritimes. Alors, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, face à des territoires coralliens très contrastés, si on regarde Malé, capitale des Maldives, qui accuse des densités d'à peu près 80 000 habitants par kilomètre carré sur une île qui fait moins de 2 km², et qui accueille aujourd'hui à peu près le tiers de la population du pays. Mahé, on regarde Fongafale, la capitale de Tuvalu, qui accueille la moitié de la population du pays, et vous voyez dont il ne resterait pas grand-chose si la mer montait d'1 mètre. Et puis un deuxième type de figure territoriale à côté des îles capitales, les îles rurales, comme par exemple ici, on a pris celle-là, Nolivaran Faru, qui est une île maldivienne. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de reconstituer, d'établir, ça se fait de manière transdisciplinaire et ça se fait par jugement d'experts, parce que toutes les disciplines n'ont pas la chance de pouvoir fournir des données quantifiées. On essaie donc d'évaluer les niveaux de risque à 2050 et à 2090 pour ces différents types de territoires. Et comme vous le voyez, toutes les îles n'ont pas le même niveau de risque en 2050 et en 2090, que l'on prenne le scénario optimiste ou le scénario pessimiste du GIEC. Donc il y a d'abord la reconstruction de ces niveaux de risque, et ensuite, derrière cela, l'enjeu, c'est de réfléchir, avec les acteurs locaux bien sûr, puisqu'on n'a pas cette responsabilité-là en tant que scientifique, on apporte juste des éléments de connaissance, à ce que pourraient être des trajectoires d'adaptation différenciées. Si je reprends mes îles rurales ou naturelles, pour l'instant, on a la possibilité de continuer à s'appuyer finalement sur la protection, la bonne gestion, là où elle existe, des récifs coralliens. Les solutions fondées sur la nature peuvent donner des résultats, puisque dans un certain nombre de cas, le récif est toujours fonctionnel, continue à assurer le service de protection côtière, donc finalement l'être humain a intérêt à s'appuyer sur ce service. D'autant que bien sûr, il rend tout un tas d'autres services culturels, il sert de garde-manger, etc. Mais à un moment donné, et on sait que ça va être un des points de basculement climatique dont on va se rapprocher au cours des prochaines décennies et qu'on va atteindre quelque part, selon les régions, à partir de 2040, 2050 dans d'autres régions, à un moment donné, on va se retrouver en système de déclin des récifs coralliens, et à partir de là, on va avoir un basculement qui fera que les solutions fondées sur la nature ne seront plus utilisables et qu'il faudra, par exemple, s'orienter vers d'autres solutions, comme
la contre-attaque, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire édifier de manière artificielle des îles qui pourront accueillir la population. Donc c'est ça, construire des trajectoires d'adaptation, c'est finalement concevoir les trajectoires les plus adaptées pour des lieux qui ont des caractéristiques humaines et physiques spécifiques, trajectoires qui sont finalement un séquençage de combinaisons d'actions dans le temps. Et ça, vous le savez, dans un paysage d'incertitude qui est extrêmement important, mes collègues en ont parlé, mais alors là, dans le domaine humain, l'incertitude est probablement encore plus forte que pour ce qui concerne les caractéristiques physiques. Comment savoir en 2070 comment les Maldiviens verront leur vie, où est-ce qu'ils auront envie de vivre, etc. Donc en conclusion, j'ai terminé. Pour répondre à cette question de départ, je dirais d'une part que, oui, l'élévation du niveau marin menace dans une certaine mesure les espaces côtiers et insulaires de devenir inhabitables. Oui, mais dans une certaine mesure seulement, parce qu'on peut quand même déployer des stratégies d'adaptation qui sont absolument fondamentales. Et pour terminer, je dirais que ces stratégies d'adaptation sont très fortement soumises en termes de viabilité aux efforts de mitigation, c'est-à-dire à notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque moins finalement les pressions climatiques augmenteront vite, et plus on aura la capacité de s'adapter en utilisant finalement une diversité d'actions de ce fameux portefeuille de solutions que je vous ai présenté. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Ici Jacques. Je suis ici. Vous nous avez présenté beaucoup d'exemples assez lointains, en zone tropicale, des îles, des régions avec des coraux. Qu'est-ce qu'il en est de nos régions actuellement en termes de préparation sur ces adaptations dont vous avez parlé ? J'imagine que ça se discute plutôt au niveau national. Enfin, je pense pas que ça soit de la compétence des régions ou des communes et ainsi de suite. Et puis un petit rapide aparté, vous avez parlé de l'acceptation sociale de mesures éventuellement de déplacement de population. Et effectivement, je pense que ça serait très compliqué. On en a un exemple dans la région avec la mise en eau du barrage de Serre-Ponçon il y a 60 ans, où on a déplacé des populations de 2 villages relativement petits, de 1500 habitants. Et il y a une mémoire encore de ce déplacement de population comme d'un vrai traumatisme, quoi. Donc on imagine ce que ça donnerait à l'échelle de millions de personnes, quoi. Alors, donc la première question sur localement où on en est, en France et peut-être dans la région où on en est de la mise en place de ces solutions. Finalement, la typologie des solutions qu'on identifie aujourd'hui est la même pour toutes les régions du monde. En France, on expérimente depuis l'appel à projet ministériel de 2010-2012, on expérimente la relocalisation. On a plusieurs sites pilotes qui ont été sur lesquels cette solution a été réfléchie pour essayer de voir dans quelle mesure elle serait réaliste ou pas réaliste. On a toujours cette espèce de fenêtre d'opportunité ou de coup de pouce des événements extrêmes qui forcent parfois la relocalisation. On a beaucoup appris sur la côte ouest de la tempête Xynthia qui a forcé dans un certain nombre de communes littorales la relocalisation. Donc j'ai envie de dire comment ça se passe. Il y a des appels à projets nationaux pour finalement appeler des territoires à se porter candidat et à s'engager finalement dans une démarche volontaire d'expérimentation. Voilà comment on procède beaucoup, sauf quand on est en situation post-événement, donc en situation d'urgence, dans laquelle, vous savez, en Charente-Maritime, il y a eu énormément de rachats de propriétés fortement sinistrées par l'État. Donc là, on était en situation d'urgence. Donc on fonctionne de ces deux manières-là. Vous souleviez la question de l'échelle territoriale concernée. Donc c'est vraiment de l'incitatif national avec donc un encouragement des communes, des départements, des régions, etc. à se lancer. Et j'ai vent, parce que je participe à un certain nombre de projets, finalement de quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est en ce moment l'ouverture d'un dialogue entre les territoires littoraux et les territoires d'arrière-pays pour que les arrière-pays puissent
puissent finalement commencer à se projeter dans comment ils pourront aider à absorber les populations, des activités économiques, etc., du littoral. Dialogue qui s'ouvre dans tous les pays du monde. Vous regardez un petit peu aux États-Unis, hein, c'est un petit peu la même chose. Si vous regardez ce qui se passe en Floride et ce qui se passe dans l'arrière-pays, par exemple à Orlando, on a de plus en plus de glissements vers l'intérieur des terres et donc de mécanismes de coopération et de solidarité entre les territoires les plus côtiers et les territoires intérieurs. Votre deuxième question, du coup, c'était... Non, je parlais de Serre-Ponçon, mais ça... Ah oui, ça n'a rien. Serre-Ponçon. Oui, je connais bien. C'est Savines. Alors là, on est dans une situation qui est un petit peu particulière parce que c'est quand même l'engloutissement d'un village sous l'effet de la construction d'un barrage pour de la production électrique. Et des conférences que j'ai pu écouter sur ce sujet. On était quand même, entre guillemets, en termes de prise en compte de la société civile à une autre époque par rapport à celle d'aujourd'hui, où on consulte quand même beaucoup plus, où on est inscrit dans ces démarches d'enquête publique. Voilà. Mais c'est effectivement un point de blocage potentiel important. Merci. Bon,